Heureux de vous retrouver et merci d'être sur Gabon 24. Football gabonais et maintenant on fait quoi? C'est la thématique de notre émission dans sa première partie. La dernière débâcle au Maroc des Panthères, l'équipe nationale de football du Gabon, et par extension son élimination de la course au mondial Russie 2018 ont eu pour effet de mettre au grand jour le profond malaise qui caractérise le milieu du sport gabonais en général et du football en particulier. En dépit des investissements financiers colossaux consentis par le gouvernement, c'est un véritable enlisement de l'équipe nationale auquel l'on assiste. Comment situer les responsabilités entre le même gouvernement et la Fédération gabonaise de football? Quelle suite donner à cette déconvenue? Pourquoi l'impunité demeure dans ce secteur? Et enfin, quelles leçons en tirer? Pour en parler sur ce plateau, je reçois Guy-Robert Bingouma. Il est membre du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, précisément président de la commission communication et porte-parole de la FEGAFOOT. Je reçois également Paul Kessani, ancien international gabonais et président de l'Association des anciens footballeurs professionnels du Gabon. Mesdames, Messieurs, voici Décryptage. Merci donc d'être sur Gabon 24. Petite précision, M. Paul Kessani est plutôt secrétaire général de l'Association des anciens footballeurs professionnels gabonais et non président. M. Kessani, c'est bien cela? Tout à fait. Déjà, merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24. Monsieur Guy-Robert Bingouma, merci également d'avoir honoré de votre présence cette invitation. C'est la FEGAFOOT qui vous remercie. Bien, merci. Alors, nous allons essayer pour entamer ce débat de revenir à quelque chose d'un peu douloureux, c'est l'élimination du Gabon de la course au mondial 2018 parce que tout part de là et nous aborderons au cours de l'émission d'autres aspects liés au fonctionnement du sport de façon générale au Gabon et au football de façon particulière. Kenny Ongori de la rédaction de Gabon 24 a donc concocté cet élément. Il était difficile pour le public gabonais de croire à la défaite infligée à la sélection nationale de football en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Un match dont les droits n'avaient été accordés ni au groupe Canal+, encore moins au groupe Gabon Télévision, mais que le public gabonais tenait à suivre. Après l'exploit de Bouaké, la victoire du 11 national face aux éléphants de Côte d'Ivoire, une victoire qui redonnait toutes les chances aux Panthères du Gabon de caresser le rêve d'une première participation à la plus prestigieuse des compétitions de football au monde. On attendait de ces jeunes un sursaut d'orgueil et de la fibre patriotique. Mais hélas, c'était sans compter sur un collectif qui a perdu toute envie de jouer et de porter la nation Gabon. L'image que renvoyaient les joueurs gabonais était une pâle copie du football qu'on leur connaît et qu'on attendait d'eux. Avec un schéma tactique qui a vite montré ses limites, absorbé par une équipe marocaine pourtant prénable, mais qui a su profiter d'une sélection gabonaise totalement désintéressée de cette rencontre, on dirait une sélection de figurants. Mais avant ce match, des signes d'un possible désaccord entre le coach et la fédération existaient déjà, alors qu'Antonio Camacho avait décidé de mettre un peu de discipline dans son équipe en écartant certains joueurs. Pour ce match, la fédération s'est faite de luxe de publier la liste du match Maroc-Gabon sur son site web et sa page Facebook. Mais pour certains fans, la présence des 3 anciens, Didier Ovono-Ibang, Ibrahim Dong et le ballon d'or Pierre-Emerick Aubameyang, aurait désolidarisé ce groupe que le coach voulait concentrer. Des 3 revenants, le ballon d'or africain n'a été que l'ombre de lui-même, aucune frappe dans les buts adverses. Stéphane Bitsekimoto, le gardien de but, a été le meilleur Gabonais sur le terrain. Pour le reste, rien à signaler, avec la pire possession de balle jamais vécue par l'équipe gabonaise en tout temps. Cependant, après cette cuisante défaite, tout semble toujours normal pour le 11 national gabonais qui continue une tournée qui l'amène en France pour affronter les écureuils du Bénin ce mardi 10 octobre. Mais à quelle fin, sachant que la défaite face au Lion de l'Atlas du Maroc est synonyme d'élimination du Gabon pour le mondial 2018. Retour sur ce plateau, Monsieur Paul Kessani, vous avez porté les couleurs du Gabon à l'international. Lorsque vous avez regardé cette rencontre,
Comment l'avez-vous vécu, cette élimination? C'était vraiment éprouvant pour les joueurs. Et moi, de là où j'étais, quand je regardais le match, je n'aurais pas aimé être à leur place. C'était une équipe sans âme, c'était une équipe dépouillée de toute puissance physique, mentale. Vraiment une équipe qui n'avait pas d'esprit. C'était vraiment lamentable de les voir jouer. Mais c'était plus ou moins prévisible parce que les conditions dans lesquelles on a préparé ce match étaient des avant-coureurs. Moi-même, j'avais étonnamment appris que l'équipe allait se préparer dans le pays contre lequel on allait jouer. De mémoire de l'équipe nationale, ça n'était jamais arrivé. C'est comme si on allait à la gueule du loup. Il y a des aspects de l'intimité de l'entraînement, il y a des aspects de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, de où on dort, et même autres, des aspects qui sont des aspects extra-sportifs de l'ordre du psychologique que normalement nous devrons maîtriser au moins 4 jours avant un match aussi important. Donc ce qui s'est passé sur le terrain n'est que la mauvaise organisation qu'il y a aujourd'hui autour de l'équipe nationale, partant du ministère peut-être, de la Fédération gabonaise de football, de l'encadrement technique, c'est-à-dire l'entraîneur, et puis la responsabilité au niveau des joueurs quant au comportement qu'ils devraient avoir. Alors, lorsqu'on parle des organisations, on voit tout de suite Fédération gabonaise de football. Monsieur Bingouma, vous êtes le président de la commission communication et en même temps porte-parole de la Fédération gabonaise de football. Votre appréciation? Bien, merci Monsieur Jean-Pascal. Non, d'abord de nous convier à votre émission d'équipitage. De toute façon, aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez accablante puisque notre équipe est quasiment éliminée de la Coupe du Monde. Nous en convenons, c'est vrai, tous les qualificatifs sont possibles aujourd'hui. Mais je tiens quand même à rappeler que nous avons battu la Côte d'Ivoire à domicile. Nous avons battu la Côte d'Ivoire à domicile. Bien. On n'a pas eu beaucoup de Gabonais réagir positivement. C'était un match de football, nous l'avons perdu, nous assumons. Nous assumons et puis, comme beaucoup de Gabonais, au niveau de la fédération, on continue à s'interroger. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Pourquoi les joueurs sont restés quasiment sans âme, comme il venait de le dire? Il y a eu beaucoup de lourdeur, nous l'avons constaté. C'est un constat amer. Mais au niveau de la fédération, nous pensons que les conditions ont été prises. Conditions au niveau de l'organisation. C'est-à-dire, allez vous préparer chez l'adversaire? Mais non, vous savez, nous étions à 5 jours du match et nous avons décidé d'aller directement au Maroc. Nous avons loué un stade, c'est le stade du WAC du Maroc, le Walid Athletic Club, et qui était protégé. Les entraînements de l'équipe nationale étaient protégés. Donc c'était une affaire de 4 à 5 jours maximum. Le 5e jour, c'est le jour du match. Donc ce n'était pas nécessaire de venir ici et prendre l'avion le lendemain. Bon, M. Kessani a la particularité d'avoir été sur la pelouse. Il a développé certains aspects qui peuvent, pour certains, relever je ne dirais pas du mystique ou de cet aspect non maîtrisable ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Vous savez, ce qui est sur le terrain n'est le reflet que de ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez, on est un petit pays aujourd'hui avec pas beaucoup de joueurs comparé au Cameroun ou au Nigeria. Et nous devons donc d'avoir une organisation, peut-être pas parfaite, parce que la perfection n'existe pas de ce monde, mais une très bonne organisation, anticipée sur les événements qui peuvent arriver. Lorsque je parle justement de la préparation dans le pays adverse, moi j'ai eu des informations. Nous étions dans un hôtel, on ne va pas dire public, on va dire un hôtel public où les gens avaient accès aux joueurs. Nous allons en discuter parce qu'il semblerait que la fédération était logée dans un hôtel plus ou moins 5 étoiles et que l'équipe était dans un hôtel de seconde zone. C'est pas tant le problème de la catégorie de l'hôtel. C'est surtout, vous savez, lorsqu'on prépare un match aussi important, vous devez être dans ce qu'on appelle un casernement, où vous devez être vraiment protégé de tout ce qui peut arriver de l'extérieur, mais surtout que j'ai appris que par exemple le jour du match, les joueurs ont dû aller manger à l'extérieur pour revenir vers 14h30, 15h, alors qu'il y a l'exigence FIFA qui demande que l'équipe doit se retrouver au stade 2 heures avant. Donc, dans des conditions comme ça, pendant qu'ils devaient faire la sieste, ils étaient peut-être dans un bus ou dans un taxi. Cela dénote de la mauvaise organisation, simplement. Il faut le dire, il faut l'assumer. À Bouaké, c'était une autre expérience, c'était un autre contexte. Nous avons joué 2 matchs qui se suivaient et on a eu l'avantage sur la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait des joueurs que nous avons mis sur le terrain qui étaient beaucoup plus frais.
comparé à la Côte d'Ivoire qui avait des joueurs en majorité qui ont joué quasiment le match aller et le match retour, on a eu un peu plus de fraîcheur physique et de sursaut d'orgueil. Donc, je ne vais pas remettre tout en question. C'est vrai que les joueurs n'ont pas donné ce qu'il fallait, mais je dis simplement qu'il faut que nous pallions à cette mauvaise organisation qui, depuis un moment, s'installe. Il y a, ajouté à cette mauvaise organisation, il y a aujourd'hui l'impunité vis-à-vis des joueurs. Le président de la Fédération gabonaise de football, de façon arbitraire, avait suspendu les joueurs lorsqu'ils revenaient du CHAN, à juste titre, puisque le fond, on le connaît. C'est la forme que nous avons contestée. Nous constatons simplement que M. Mouélé, qui avait été suspendu à Vinzambe, et M. Mandro et autres, ont été suspendus. Et quand il faut prendre des décisions sur certains joueurs qui se comportent de la sorte, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, dans ce cas, c'est le 2 poids 2 mesures. Vous savez, le lien qui existe, le lien de subordination qui existe entre un entraîneur et un joueur tient du fait que c'est l'entraîneur qui choisit ses joueurs, c'est l'entraîneur qui le met sur le terrain. L'information tactique en dépend. Ça veut dire que si je vous dis, M. Kessani, vous êtes ailier, vous devez partir vers l'avant et revenir, cela tient de ce lien de subordination. Dès qu'il ne tient plus, je ferai ce que je veux sur le terrain et c'est ce à quoi on assiste depuis quelques années. Monsieur Bingouma. Bon, déjà, il faut rétablir la vérité. Il faut rétablir la vérité. Depuis que l'équipe fédérale actuelle est en place, elle n'a jamais pris de taxi. Elle n'a jamais mangé à l'extérieur de façon tout à fait individualisée. Lorsque nous arrivons dans un pays, nous prenons toujours des bus. Nous avons toujours des bus pour l'équipe nationale. Nous prenons au moins 3 bus. Alors, ce qui se dit dans les réseaux sociaux est tellement erroné qu'aujourd'hui, cela fait école. Moi, je suis surpris qu'un ancien international puisse dire ici que les joueurs peuvent les taxer. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les joueurs sont allés manger à l'extérieur. Vous ne pouvez pas me prouver le contraire. À l'heure de la sieste, ils étaient certainement dans un bus ou dans un taxi. Les joueurs n'ont pas mangé à l'extérieur. Mais moi, j'ai eu des joueurs qui m'ont dit, qui m'ont confirmé qu'ils ont mangé à l'extérieur le jour du match. Les joueurs n'ont pas mangé à l'extérieur. Je suis ferme là-dessus. Voilà. Donc, moi, je dis, c'est vrai, l'équipe marocaine est au-dessus de la nôtre. Nous avons perdu le match. Nous ne sommes plus de la course. On s'en tient à cela. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes en interne, mais pas au niveau de la fédération. La fédération a tout mis en œuvre. Les problèmes en interne, c'était quoi exactement? Les problèmes en interne, c'est quoi? Il a effleuré la question. Les problèmes en interne, c'est qu'il y a certains joueurs qui, en fait, n'ont pas accepté le retour de Pierre-Emerick, de Didier Ovono, d'Ibrahim Non. Il y a eu déjà ce malaise-là. Pourquoi? Et parce qu'ils ont estimé que s'ils avaient gagné à Boaké, le même groupe pouvait gagner à Casa. Voilà, ils étaient dans cette logique. Parce qu'ils estiment que s'ils avaient perdu à Boaké, ces 3 jours ne seraient pas revenus. Est-ce que ce n'est pas, comme nous l'avons vu dans le document, est-ce que ce n'est pas ce malaise qui était déjà perceptible lorsque vous, au niveau de la fédération, vous publiez la liste des joueurs alors que, normalement, c'est le coach qui aurait dû le faire? Est-ce que ce n'était pas déjà la perception de ce malaise? Monsieur Jean-Pascal, non. Oui. Monsieur Antonio Camacho était récidiviste du fait. Lorsque nous avons organisé la Coupe d'Afrique des Nations 2017 ici à la maison, il a refusé de faire la conférence d'avant-match, ce qui consistait à publier la liste des joueurs qui devaient prendre part à cette compétition. Il l'a refusé catégoriquement. Nous étions à l'hôtel Le Nomade. Lorsqu'il s'est agi de ce match contre le Maroc, nous avons demandé à M. Camacho de publier la liste, de faire sa conférence de presse. Il l'a refusé. Il l'a refusé. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que lui, en tant que sélectionneur, il avait déjà pris la décision de ne plus rappeler ses internationaux? Pierre-Emerick Aubameyang, Didier Ibrahim Ndong, le gardien Ovono. Permettez-moi de réagir rapidement. Oui, Ce que l'on assiste aujourd'hui sur le cas de Camacho, peut-être que M. Bingoma ne le dira pas, c'est que nous assistons depuis quelques années à des entraîneurs qui sont recrutés, pas par la Fédération gabonaise de football, mais ailleurs. Et donc, parfois, qui reçoivent leurs ordres. Ailleurs, c'est où? Différents. Ça peut. Aujourd'hui, disons-le clairement, il y a un lobby au niveau de la présidence qui recrute des entraîneurs chevronnés, qui ont vraiment un background, mais ça pose un problème au niveau de la Fédération gabonaise de football, qui est l'organe technique, parce que souvent, ces entraîneurs ne veulent pas exécuter les ordres qui leur reviennent de la Fédération gabonaise de football. Et on l'assiste, comme l'a très bien dit le porte-parole, la Fédération, depuis la CAN passée,
a demandé, a exigé, je me souviens très bien que même le président fédéral s'est déplacé, de Camacho qu'il fasse la conférence de presse. Ce qu'il ne fait pas depuis lors. Par contre, mon étonnement est la réaction de la fédération vis-à-vis de Camacho. Quelles sont les sanctions qui sont prises? Aucune. Qui sont prises aucune. De la même façon, les joueurs. C'est bien beau de dire, oui, certains joueurs ont dit qu'ils ne venaient pas. Mais il y a des joueurs récidivistes. Qu'est-ce que la fédération a fait? Elle avait sanctionné déjà certains quand ils revenaient du CHAN pour ces comportements. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, lorsque M. Ibrahim Ndong, récidiviste, décide de quitter le casernement? Est-ce que la commission de discipline s'est saisie? Pas du tout. Donc, venir jeter comme ça sur l'entraîneur tout, alors qu'on a un appareil aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement clair et les responsabilités sont de partout. La première des responsabilités, c'est celui qui doit mettre l'organisation en place et qui doit veiller à la discipline du groupe, c'est-à-dire l'organe fédéral et l'entraîneur. Après, les joueurs prendront sur eux la responsabilité individuelle. Mais aujourd'hui, il faut clairement dire que la Fédération gabonaise de football, qui a reçu l'équipe après le CAN, du COCAN, aujourd'hui a géré ses matchs, je veux le dire, il faut le dire clairement, pas très bien. Depuis le match de la Zambie, c'était perceptible. Avec Mme Nicolas Sélé, lorsqu'il y a eu les problèmes de primes de match, il y a toute une gestion aujourd'hui de l'équipe nationale qui fasse en sorte qu'il faut aujourd'hui revoir, de mon point de vue. Alors, M. Bingouma, est-ce que la Fédération gabonaise de football n'est pas aujourd'hui à l'image justement de cette impunité, aussi bien au niveau des joueurs que même au niveau des responsables de la fédération? Monsieur Jean-Pascal, non. Je voudrais d'abord revenir sur le recrutement des entraîneurs. Bien, ce que dit M. Kessani n'engage que lui. Il vient de dire que ce n'est pas la Fédération gabonaise qui recrute les entraîneurs. Il a parlé d'un lobby. Il y a un lobby. Cela n'engage que lui. Basé à la présidence de la République. Cela n'engage que lui, je ne parlerai pas comme ça. D'accord. Voilà. C'est vous qui recrutez les entraîneurs? C'est du ressort, c'est de la compétence de la FEGAFOOT. Le recrutement des entraîneurs est de la compétence de la FEGAFOOT. Je dis bien est de la compétence de la FEGAFOOT. Pourquoi vous ne le sanctionnez pas? Ensuite, Monsieur Bingouma, ce qui veut dire que c'est vous qui avez recruté Camacho. Je vous dis c'est de la compétence de la FEGAFOOT. Non, entre le principe oui. et l'application du principe, il y a une distance. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez recruté Camacho? Nous assumons à la fédération? Nous assumons cela. Vous assumez? Oui. Nous assumons Donc vous pouvez continuer. Ensuite, il y a le problème des sanctions. Vous savez qu'il y a des fonctions techniques, il y a des fonctions administratives. Les fonctions techniques, c'est quoi? C'est au niveau du coach national qui doit par exemple dire, pour des questions de discipline, tel joueur, je ne le convoque plus. On a bien vu Ibrahim Ndong, le match contre la Côte d'Ivoire. Il a été un joueur désordonné. Il n'a pas joué. Monsieur Bingoma, il n'a pas joué, c'est une fonction technique. Il est sorti du casernement. La fédération, la commission de discipline n'a pas siégé. Pourquoi? J'ai dit, voilà ce qui se passe. Il y a une procédure. Il y a une procédure en la matière. Le coach constate, il fait son rapport à la fédération. Et la fédération prend des sanctions. C'est ce qui s'est passé au sortir du Tchad au Rwanda. Lorsque nous sommes revenus du Rwanda, nous avons demandé à M. Stéphane Bungenza, qui était entraîneur national de A-Prime, de nous faire un rapport sur les joueurs. Nous avons reçu le rapport et nous avons sanctionné les joueurs. Arbitrairement. Pas arbitrairement. Mais parce que ce n'est pas le commerce. Pas arbitrairement. C'est pas le commerce. Alors, monsieur mais pas arbitrairement. C'est pas le commerce qui devait siéger. Lorsqu'il s'agit de la commission de discipline, l'équipe nationale, l'entraîneur, le sélectionneur, s'était prononcé sur ses joueurs. Pour le match qui conduit le Gabon à son élimination, est-ce qu'on peut dire qu'il a subi des pressions pour les accepter et les aligner, alors que lui-même s'était déjà prononcé sur cette situation? Il s'est prononcé dans les réseaux sociaux. Nous n'avons pas été saisis par la voie épistolaire qui sied. Nous n'avons pas été saisis par il n'y a pas eu un rapport. Je vais citer un nous confrère. Nous n'avons pas reçu un rapport d'Antonio Camacho. Je vais citer un confrère qui n'est autre que le quotidien L'Union. Ce n'est pas un réseau social. Oui, mais le quotidien. Et le sélectionneur s'est exprimé dans ce quotidien. L'Union n'est pas... Et à la conférence de presse. L'Union, c'est pas... Et à la conférence de presse devant tous les médias. Monsieur Camacho avait dit que si ça ne tenait que de lui, il n'appellerait plus Ibrahim Ndong. Il l'a dit, et M. Bingoma, je pense que le problème que nous avons aujourd'hui dans le football, c'est cela. Il aurait subi des pressions. C'est que nous n'arrivons pas à assumer quand quelque chose n'est pas mal. Autant les joueurs doivent assumer, autant ceux qui gèrent les joueurs aujourd'hui doivent assumer justement la faillite qu'il y a dans notre sport, le football. La vérité aujourd'hui,
lorsque le match contre la Côte d'Ivoire, M. Ibrahim Ndong sort du casernement, nuitamment des gens arrivent pour mettre pression à l'entraîneur pour lui demander de rejoindre le groupe. M. Bingoma le sait, même s'il ne veut pas le dire ici sur le plateau. C'est connu. Simplement parce que M. Camacho est arrivé par un lobby. Et donc, il reçoit ses ordres. La preuve, c'est que M. Camacho ne fait pas de conférence de presse. M. Bingoma est là, ils ne le sanctionneront jamais. Qui doit faire le rapport? Ça fait depuis la CAN 2017 que M. Camacho ne fait pas. J'aurais appris, M. Camacho ne vit pas au Gabon. Il vit en Espagne. Alors, comment voulez-vous? M. Camacho n'est pas en contact avec les joueurs. Bref, encore une fois, M. Camacho, c'est en fonction de l'organisation qu'on met en place. Parce qu'il est tenu, par rapport aux objectifs qu'on lui assigne, on doit mettre une organisation et il doit la suivre. Il est le technicien, il doit orienter, c'est vrai, sur certains choix, sur le lieu de casernement, comme il l'a fait pour le Maroc, validé par la Fédération gabonaise de football, qui est un mauvais choix. Et il faut assumer cela parce que l'échec n'est pas négatif. C'est vrai que nous avons perdu au Maroc. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont mauvaises. Mais assumons-les pour pouvoir repartir vers l'avant. Eh bien, moi, c'est ce que je pense. Alors, M. Bingouma, au niveau du lieu d'habitation, oui. Dans le contrat de M. Camacho, il est fait obligation à ce monsieur de résider au Gabon. C'est clair. Il se trouve que, pour aller dans le même sens que lui, il se trouve que ce principe n'est pas totalement respecté. C'est vrai, il passe plus de temps à l'extérieur. C'est une violation d'un principe qui est là. Nous prenons acte. Il a un contrat avec nous. Il a deux objectifs majeurs. Ce que nous avons assigné à Camacho, c'est deux choses. Nous qualifier pour Russie 2018, ce qui n'est pas le cas, il est tombé. Nous attendons le second objectif, nous qualifier pour la CAN 2019 au Cameroun. Nous attendons. Voilà. Alors, M. Bingouma, est-ce que la fédération n'a pas ce pouvoir de réagir lorsque le contrat qui vous lie au sélectionneur est violé constamment? Les 6. Parce qu'il y a violation de contrat et vous-même vous venez de l'admettre. Oui. Que fait la fédération par rapport à cette violation du contrat qui impose aux sélectionneurs de vivre dans le pays dans lequel ils travaillent, de suivre à la limite le championnat de ce pays, et c'est en suivant le championnat de ce pays qu'il peut avoir des perspectives pour bâtir une équipe nationale, un groupe fort. Déjà que, bon, je ne sais pas s'il y a un championnat au Gabon, je vous pose la question, vous qui êtes de la FEGAFOOT, est-ce que nous avons un championnat? C'est vrai que vous allez me renvoyer à la LINAF. Monsieur Jean-Pascal, oui, non. Oui. Il y a quand même un championnat dans ce pays. Ah, il y a un championnat. Il y a un championnat. La question, bon, le problème, c'est que vous voulez peut-être parler mais sinon, de la qualité. Je parlais de la violation du contrat. Non, vous voulez parler de la qualité du championnat. Bon, ça, c'est autre chose. Il y a un championnat. Est-il compétitif? Est-il compétitif ou qualitatif? Ben, ça, c'est une autre question, mais il y a un championnat qui se joue. Bien, nous recevons sur ce plateau le président de la LINAF pour parler justement du championnat national. Il fait partie de ces personnes justement, que ce soit de la Fédération gabonaise, je le dis, je pèse mes mots, que ce soit la Fédération gabonaise de football, la Ligue nationale de football, on a en face de nous des gens qui veulent gérer le football par des compromis. Vous savez, le football est régi par des textes, par une organisation. Et malheureusement, ils violent tous les jours ces textes, rien que par leurs intérêts vis-à-vis des clubs, vis-à-vis des lobbies qui les mettent là aujourd'hui. Le président de la LINAF est le premier qui subit tous les jours le dictat des clubs. Les joueurs ne sont pas payés, l'État reverse de l'argent. L'État donne de l'argent en retard, oui, mais l'État donne de l'argent aux clubs pour pouvoir se structurer. L'État les accompagne. Cet argent, malheureusement, va dans la poche des présidents de clubs qui, eux, ne payent pas les joueurs, qui, eux, traitent mal les joueurs. Et c'est notre cri aujourd'hui de dire aujourd'hui qu'il faut que ça s'arrête. Pourquoi aujourd'hui, à la table de l'organisation du football, il n'y a pas les footballeurs? Pourquoi aujourd'hui, quand bien même les statuts de la Fédération gabonaise de football, quand bien même les statuts de la LINAF disent que les footballeurs doivent être là, ils ne veulent pas? Pourquoi dans les commissions de discipline, dans des commissions telles que prônées par la CAF récemment, les commissions de litige, les résolutions de litige n'existent pas, qui doivent être paritaires, joueurs, FEGAFOOT? Pourquoi elles n'existent pas? Simplement parce qu'ils ne veulent pas faire décoller notre football, ou parce qu'il y a des pesanteurs. Elles existent, ces pesanteurs, mais il faut dépasser ces pesanteurs. Aujourd'hui, il faut des gens courageux. Si ces gens ne sont pas courageux, qu'ils jettent l'éponge. Je le dis clairement. Il n'est pas trop tard qu'ils jettent l'éponge parce qu'on est en train d'aller dans le fond.
On est vraiment en train d'aller dans le fond. Alors, tout à l'heure, nous allons parler de jeter justement l'éponge. On n'a pas vu le temps passer. Nous sommes déjà au terme de la première partie de notre émission. Nous allons marquer une légère pause et nous nous retrouvons juste après.